Dans tous les cas, là, le gouvernement a bien pensé aux retraités dans son budget. J'ai envie de dire nos députés, parce que d'ailleurs de gauche comme de droite, nos députés se sont agenouillés devant l'électorat le plus nombreux. Voilà ce qu'écrivent 7 économistes dans une tribune publiée par le journal Les Échos. Un budget gérontocrate qui sacrifie l'avenir de nos enfants, avec la revalorisation des pensions de retraite, la préservation du remboursement des cures thermales, la suspension bien sûr de la réforme des retraites, tout pour ne pas fâcher les retraités dont le seul poids électoral suffit à rançonner tout un pays. Ces économistes rappellent qu'en France, la moitié des pauvres a moins de 30 ans, hein, la moitié. Donc, effectivement, on soigne nos retraités. D'ailleurs, on est le seul pays européen où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des salariés. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est assumé aussi bien par les députés de gauche qui ont voté ou qui se sont abstenus pour faire passer ce budget que par ceux de droite. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, on est en train de sacrifier notre jeunesse. 32-16 pour le dire au GG, le dire aux grandes gueules, Emmanuel. Moi, j'essaierai d'être bienveillant malgré tout, parce que il y a ce qu'on appelle la silver economy, fondée sur les retraités, qui irrigue l'ensemble de la France. Et puis aussi, aider les retraités, c'est quand même indirectement aider les jeunes, parce que les retraités ne sont pas des égoïstes. Et ils pensent à leurs enfants. À leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et il y a pour le coup un ruissellement. Donc, le respect des retraités, personnellement... Donc ça te choque pas, toi? Ne me choque pas. Oui, toi, t'es presque à la retraite, c'est pour ça, Emmanuel. Il est silver, Oui, il a les cheveux argentés. Oui, alors attendez, T'es en train de prêcher pour ta paroisse. Commencez pas à attaquer les cheveux blancs, s'il vous plaît. Ça peut arriver pour très ta bien. Je fais une précision. D'ailleurs, je trouve que Olivier Truchot ressemble de plus en plus au roi Louis XVIII. Comment il a fait Il un pas la enfant, lui? Faudrait que la régie affiche Il faut qu'on regarde. du roi Louis XVIII pour qu'on voit. J'ai très très peur. On va l'appeler son Altesse maintenant. Vas-y. Moi, je propose qu'on laisse ce pays aux retraités. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai l'impression qu'on gêne tout le monde. On les embête, la classe politique, à leur rappeler qu'on existe. Nous qui sommes, comme on dirait, entre deux âges, et puis aussi que nos enfants existent, ça les embête en fait. Il faudrait qu'on les laisse entre eux, qu'ils puissent tranquillement rester avec les retraités, qu'ils se fassent élire par les retraités, qu'ils fassent une politique pour les retraités. Enfin, c'est complètement indécent. J'ai jamais vu un pays qui parle d'avenir sans penser à sa jeunesse, sans penser à la classe qui travaille. Et quand tu parles de ruissellement ou du fait que les retraités pensent à leurs enfants, bien sûr qu'ils pensent à leurs enfants. Mais moi, tu vois, je vois ma mère, par exemple. Ma mère, c'est une macroniste. Elle adore Macron. Et d'ailleurs, je l'appelle la chouchou de la République. Quand elle vient à la maison, je lui dis ça va bien, chouchou de la République, parce qu'elle fait partie des chouchous de la République. C'est-à-dire elle a sa retraite, ceux qu'on choisit, puis dès qu'on parle de Macron, elle dit mais laissez-le tranquille, enfin. Donc voilà, ma mère, elle s'inquiète énormément pour nous. Tu vois, même si elle tient à sa retraite, je pense que ça lui fait très mal au cœur de nous voir travailler et de voir qu'on galère autant alors qu'on travaille autant. Donc moi, je crois que les retraités, au contraire, ils ont envie que leurs enfants gagnent très bien leur vie. C'est pour ça qu'ils travaillent. Enfin, moi, quand je travaille aussi dur et quand j'élève ma fille, c'est parce que je me dis, un jour, il faut qu'elle gagne très bien sa vie. J'ai pas envie demain de me dire, ah bah moi, je suis à la retraite. Que ta mère t'aide, quoi, en fait, bah oui, je suis pas up avec ma retraite et puis je la vois en train de galérer avec ses enfants et tout. Personne n'a envie de ça. Et si le gouvernement ne comprend pas ça, c'est parce que ce sont juste des personnes qui ont peur pour leur propre salaire, leur propre petit siège, etc. Pendant que nous, on crève sur nos sièges, tu vois. Donc moi, je commence à en avoir assez. Ce que tu veux dire, c'est que le raisonnement, c'est la prochaine fois, ils vont dire n'oubliez pas tout ce qu'on a fait pour vous, votez pour moi, c'est ça. On va voir au municipal. On va juste voir au municipal quelles sont les mesures qui vont être prises. Moi, je vais voir, j'entends là sur Nice, Monsieur Estrosi qui nous fait la gratuité des transports pour les retraités. C'est sûr que c'est eux qui se lèvent tous les matins. C'est eux. Ils se lèvent tous les matins, ils empruntent les transports. En commun. Exactement, ils vont à l'école tous les matins, ils rentrent chez eux tous les soirs. C'est eux qui font 3 ou 4 transports par jour. Oui, c'est les retraités. Oui, mais donc, à un moment, je veux dire, ça se voit. On les voit et on n'est pas dupes. Oui, mais cher Joël, n'oppose pas les générations, c'est la dernière des choses. C'est les députés qui les opposent. Mais s'ils veulent s'occuper des retraités, qu'ils me rendent ma thune.
et moi, je vais m'occuper de ma fille. Je vais financer tout ce que j'ai à financer pour ma fille. Là, ils me prennent tout un tas d'argent qui m'empêche pour moi de financer ce que j'ai à financer pour ma fille et qui vont financer tous les retraités. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolée. Je crois que les retraités ont droit à leur retraite, mais je crois que nous aussi, on a le droit de voir le fruit de notre travail. Oui. Et on a le droit de construire l'avenir. J'ai le droit de construire l'avenir de ma fille. Excuse-moi. En toute amitié, cher Joël, moi je suis plus attaché au devoir qu'au droit. Ah oui, et le devoir, c'est quoi ? Mais moi, je suis en plein devoir. Tu crois que je fais pas mon devoir quand je me lève tous les matins ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que j'attends des droits ? Non, j'attends pas de... Je fais mon devoir. Et donc, j'attends derrière d'avoir des droits. Et les droits me sont coupés de plus en plus. Donc, non. Mourad Boudjelal. Je pense que c'est le symbole d'une société qui n'a plus d'avenir et que nos députés en sont... Je crois que le terme, l'expression... tapin de la République n'a jamais aussi bien correspondu à notre Assemblée nationale, quoi. J'entendais Olivier Faure sur BFM il y a 2-3 jours disant j'ai fait le choix de la raison, le choix de la France, ça fait le choix du beefsteak. C'est tout, tu as fait le choix du beefsteak parce que si tu fais pas ce choix-là, mon garçon, tu dégages et je sais pas comment tu manges à la fin du mois peut-être parce que vu tes compétences, peut-être que tu vas pas aller très très loin dans le monde normal. Dans le monde normal, on te lâche dans la jungle, qui est le monde normal. Mon garçon, tu vas faire partie du gibier, hein, tu feras pas partie des chasseurs, hein, ça je te l'annonce. Mais donc, il n'y a plus d'avenir et qu'aujourd'hui, on se dit, les retraités, c'est un fonds électoral qui peut nous permettre de garder notre beefsteak, qui est important, puisque ça vote beaucoup, les retraités. Les jeunes, on leur laisse un beau cadeau. On leur laisse 3 500 milliards de dettes. De quoi vous vous plaignez ? Vous n'allez pas nous emmerder. Vous allez rembourser la dette et vous fermez vos gueules, quoi. Et puis, une société sans avenir, parce que nos députés ont très bien compris que le pays, il est foutu. Donc, les jeunes, ils sont foutus avec. On va s'occuper du présent. L'avenir, il n'y en a pas. Donc, ils ont géré le présent. C'est ce qu'ils savent faire. Et puis, demain, on verra bien. Voilà, donc... Après, là où je suis d'accord avec Amiral, c'est que je veux pas qu'on oppose les générations. On est tous français, quel que soit l'âge. On est tous dans la même merde, quoi. Je veux dire, peut-être que pour les retraités, ça va durer moins longtemps, la merde, que pour les jeunes. C'est tout la seule chose qui les différencie. Oui. Un peu d'optimisme. Oui, mais reconnaissez, on est une société qui ne pense qu'à ses retraités, une société qui est morte. Et c'est bien le symbole que la France est morte. Pour moi, la France est morte. Oui, mais parce qu'on est quand même le seul pays à parler autant, par exemple, d'une réforme des retraites. C'est-à-dire que on parle d'euthanasie des retraités. On a l'impression que le seul sujet en France, c'est la réforme des retraites. Alors certes, c'est important, on n'arrive pas à le trancher puisque là, la réforme a été suspendue, donc il faudra y retourner sans doute en 2027. Mais c'est-à-dire que moi, je me mets à la place, sincèrement, hein, de mes enfants. Moi, j'ai des enfants qui rentrent dans la vie active, qui travaillent, etc. Je leur dis, mais finalement, le débat public, c'est-à-dire qu'on les saoule pendant des mois avec la réforme des retraites. La retrette à tes Quand enfants. tu as 25 ans, sincèrement, tu ne penses pas à la réforme des retraites. Tu commences à ton premier job. Qu'est-ce qu'ils s'en savent? Comment tu vas payer ton loyer? Est-ce que à rentrer dans la vie active, etc. Et là, les débats tournent autour de savoir s'ils vont partir à 62 ou 64 ans. Il faut du courage. Le système de retraite français est une pyramide de Ponzi. Ouais. Aujourd'hui, on s'en rend compte parce qu'on arrive à un moment où il y a plus de gens qui demandent leur pognon que de gens qui en mettent. C'est ça le principe d'une pyramide de Ponzi. Ça marche tant qu'il y a plus de gens qui investissent que de gens qui demandent leurs intérêts. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas en France. C'est une pyramide de Ponzi, donc on ne peut pas vivre avec ce système de retraite. Il faut tout repenser. Il ne faut pas le réformer. Il faut le repenser complètement. Mais pour ça, il faut du courage. Mais malheureusement, le courage à l'Assemblée nationale est une denrée assez rare. On va aller dans les Hauts-de-Seine retrouver Jordan, qui est cadre, justement, 34 ans. Bonjour Jordan. Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement on s'est agenouillé devant les retraités, que les députés sont agenouillés devant les retraités? Comme d'habitude, parce que c'est l'électorat le plus fort. D'ailleurs, pour revenir à ce qu'a dit Mourad juste avant, effectivement, la retraite, c'est une pyramide de Ponzi, on le sait tous, et tous les partis, on va dire, font du populisme en continuant de vendre un système par répartition avec une retraite à 60-62 ans. Ça n'existe pas, ça n'existera pas, il faut le dire aux gens, même si c'est pas très agréable, ça n'existera pas. D'ailleurs, il y a plus que 3 pays au monde qui font de la répartition, la France, l'Italie et le Danemark, je crois. Enfin, tout le monde s'est rendu compte que c'était pas possible avec la démographie, donc il faut arrêter ce mensonge. Donc, faut savoir, faut le dire aux Français que tout parti qui propose ça est un parti populiste menteur. C'est simple. Oui, tout à fait. Et sinon, pour moi, là, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est vraiment électoraliste de notre. Enfin, c'est électoraliste, mais en fait, c'est même une limite de notre modèle démocratique, parce que aujourd'hui, l'avenir des Français et des. La démocratie n'existe plus en France, monsieur. Ils s'en foutent. Ils sont juste là pour essayer de voir avec qui. Vous avez raison, Jordan. Pour avoir des voix, c'est tout. C'est d'autant plus contradictoire avec un président qui, il y a quelques semaines, parlait de réarmement démographique. Et vous voyez, là, on n'a pas de mesure d'incitation, justement, aujourd'hui, à faire des enfants et à penser l'avenir de la France. Pour payer des impôts.
Il n'y a pas de vision à long terme à l'Assemblée, tout simplement. Ils n'en sont pas là. Ils sont juste à l'élection d'après. C'est tout. Ça va pas plus loin. Mais Jordan, regarde, je prends un exemple précis. On devait limiter le remboursement des cures thermales. Il y a eu la pression de ceux qui vivent du tourisme thermal, parce que c'est vrai qu'il y a des villes qui vivent de ça, etc., des hôteliers. Et donc, finalement, on a renoncé à simplement limiter le remboursement. Et pourtant, c'était quand même pas quelque chose de très compliqué, vous voyez. On voit bien. C'est une aberration. C'est une activité qui a besoin des subventions pour vivre. C'est une activité qui n'est pas viable. Est-ce que c'est à l'État de s'occuper de votre retraite ? Mais non. Dans une question. Non. Est-ce que ça serait, par exemple, pas un choix personnel ? Vous percevriez votre salaire à 100%, c'est-à-dire charge salariale et patronale, retirer par exemple l'assurance maladie, et vous décidez vous-même comment vous allez gérer votre retraite, comment vous allez investir votre argent, comment vous allez le placer, l'immobilier, un placement d'assurance vie, un placement bancaire. Allez-y, attendez. C'est pas le rôle de l'État. Il faut arrêter de nous prendre pour des crétins. Mais le problème, c'est que l'État a besoin, et c'est ce qu'ils font avec les retraités aujourd'hui, il a besoin d'être interventionniste et de dire c'est grâce à nous. Exactement. Comme ils sont nuls, ils ont besoin de dire c'est grâce à nous. Et les retraités se disent c'est grâce à l'État. Oui, mais là tu prêches le libéralisme, et tu as commencé l'émission en constatant de ton point de vue que les moyens hospitaliers étaient insuffisants. Moi, mais pourquoi Mais on peut développer si tu veux, Emmanuel. Oui, non, pourquoi mais les moyens bien, hospitaliers sont insuffisants ? C'est une contradiction. Ben non, c'est pas une contradiction. Si on limite les prélèvements, j'y suis aussi favorable. Après, il ne faut pas attendre de la puissance publique. Emmanuel, c'est pas au grand entrepreneur que tu es que je vais apprendre que c'est pas un problème de prélèvement, c'est un problème de répartition, c'est un problème de choix. L'enveloppe globale, elle est largement suffisante à ce que le pays aille bien et à ce que nos services publics soient très performants. C'est le problème des répartition. Dans une entreprise, si demain tu gagnes 4 000 euros par mois, tu gagnes 4 000 euros par mois, tu vas au cinéma, tu vas au restaurant une fois par semaine. Si tu passes de 4 000 à 1 200, tu vas peut-être faire des concessions sur des choses qui ne sont pas essentielles. Excuse-moi de le dire, le cinéma, c'est pas essentiel. C'est important, mais c'est pas essentiel. Mais en France, on ne fait aucune concession sur ce qui n'est pas essentiel. On met tout au même niveau. L'hôpital, c'est au niveau des Jeux Olympiques. Excuse-moi, mais c'est pas du tout au même niveau. Je voudrais retourner vers Jordan. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jordan, je vous en prie. En fait, pour faire comprendre aux gens, pour quelqu'un qui est au salaire médian français, donc environ 2 000 euros, il vit pas. En fait, vous mettez, chaque mois, il faut vous rendre compte que vous mettez 650 euros dans l'assurance maladie, dans votre couverture de santé. Vous vous rendez pas compte parce qu'on vous dit que la carte vitale c'est gratuit, mais sachez que il met 650 euros par mois dans sa couverture de santé. Jordan, c'est un peu plus. Les charges, ça va être sur un salaire de 2 000 euros, ça va être 1 250 euros. Oui, mais entre les patronales et les salariales. Ce qui est dans la santé, ça fait oui, la partie mais la globalité, c'est 1000. Parce que la santé aussi, on peut s'en occuper. La globalité, c'est celui qui touche 2 000 euros. Si on lui donne son salaire à 100% et qui gère sa santé par une assurance privée et sa retraite, il va percevoir 3 250 euros. Il faut quand même assurer un minimum pour tous les Français, parce que tout le monde n'a pas eu un parcours professionnel facile, donc il faut quand même un minimum retraite. On est d'accord. Pour que ça existe, aujourd'hui, ça s'appelle le RSA. Que nos seniors ne vivent pas non plus dans la misère. Mais c'est pas la misère. Il y a des retraités qui vivent avec 800 euros par mois. Il y a des retraités qui ont cotisé toute leur vie pour toucher 900 euros par mois. Je remercie Jordan d'avoir été avec nous. Merci Jordan. Passez une bonne journée. Merci Jordan. Du côté des Hauts-de-Seine. Dans un instant, Thomas, chef d'entreprise dans les Bouches-du-Rhône. Il dit, mes parents, j'ai mes grands-parents, je les adore. Il dit, il faut quand même penser aussi à ce qui fait les forces vives aujourd'hui du pays, de la nation. Donc, budget, est-ce que on a sacrifié la jeunesse? Est-ce que c'est tout pour les retraités, rien pour les jeunes? Il est 9h20, vous continuez d'en discuter avec nous. Il paraît que ça chauffe au 32-16. Oui, Thomas, dans un instant des Bouches-du-Rhône, on sera dans l'Essonne avec Brigitte qui est retraitée. Et alors Brigitte, elle est en colère parce qu'elle en a un peu assez qu'on la montre du doigt en tant que retraitée. C'est la faute à Brigitte, tout ça, on le sait tous. Allez, on reprend notre discussion avec Thomas. Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue Thomas. Soyons sérieux, ce budget, c'est tout pour les retraités, rien pour les jeunes, c'est ça? Non, en fait, je pense qu'il faut être sérieux quand on parle de ça. Il ne faut pas opposer les générations, mais c'est quand même un choc de génération. Je pense qu'on a des politiques, en fait, qui ont été visionnaires il y a 30-40 ans, qu'on pensait à l'avenir. Et aujourd'hui, on a des politiques qui ne sont plus du tout visionnaires, donc qui ne pensent plus à l'avenir. Et donc, qui condamnent quelque part par leurs décisions l'avenir de nos enfants. Moi, je vois autour de moi, j'habite dans les Bouches-du-Rhône. Quand je vois ne serait-ce qu'un exemple, le prix des terrains par exemple. Oui. Dans les années 70, il y a des gens qui achetaient des parcelles à 1 franc le mètre carré. 1 franc le mètre carré. Aujourd'hui, ces parcelles-là, les mêmes,
valent entre 4 et 6 000 euros le mètre carré. Donc c'est des gens qui ont pu acheter 5, 10 000 mètres carrés de jardin et donc poser des maisons. Voilà, ils les ont achetés, ils ont travaillé pour ça. Mais en fait, en faisant ça, on n'a pas pensé aux générations qui arrivaient derrière. Donc ces gens-là, maintenant, ont de l'or dans les mains. Et nos générations et celles qui vont arriver derrière, ce sera encore pire. On se loge dans des parcelles qui font 300 mètres carrés, par exemple, et qui sont à des prix exorbitants. Donc rien que ça, c'est un exemple quand même où il y a eu un problème entre les générations et qu'on n'a pas pensé à l'avenir. Et ne serait-ce qu'une chose aussi, le Covid, ça a été l'exemple type, en fait, où on a parqué des gamins. C'est vrai. Oui, sur le Covid, vous avez raison. On a sacrifié les jeunes pour problème de protéger santé les personnes âgées. Avec les conséquences sur la santé mentale, d'ailleurs. On a des politiques qui ne sont pas visionnaires. Et quand on n'est pas visionnaire, on ne voit pas l'avenir. Et donc, on condamne des générations. C'est factuel, c'est comme ça. Et tant qu'on restera avec des gens qui sont franchement incapables, tout le monde le sait maintenant, tout le monde le voit, on ne peut plus le cacher. Voilà, et ils peuvent plus se cacher de toute façon. Le problème, mais Thomas, pour être visionnaire, il faut avoir une vision, quoi. Oui, mais le problème, mes chères grandes gueules, c'est que le pays vieillit. Ça, c'est la courbe démographique. Donc, ça va pas s'arranger. C'est-à-dire qu'on sait que les plus de 65 ans vont devenir majoritaires sur les moins de 30 ans dans quelques années. Donc, ça ne va pas s'arranger. Il y aura toujours plus de personnes âgées qui voteront et qui seront donc aux manettes et de moins en moins de jeunes. Les jeunes vont devenir minoritaires dans ce pays. Donc, malheureusement, comme on a effectivement des politiques qui ne sont pas des visionnaires, mais qui sont là pour gérer la petite semaine, je vois pas comment on va arranger les choses. Mais c'est aussi la faute, je veux dire, ceci explique cela. C'est aussi la faute de ces politiques-là qui fait aussi que on n'a pas envie de faire des enfants. Tu peux pas te loger tranquillement. Tu peux pas vivre de ton travail tranquillement. T'as pas de vision sur l'avenir. T'as rien. Alors oui, on est un pays moderne et développé, et c'est un peu le lot de tous les pays modernes et développés. Néanmoins, on était quand même un pays qui se tenait en termes de natalité. Et tu vois que ça s'effondre. Donc ceci explique cela, et il a raison, monsieur, j'ai plus son prénom. Thomas. Il a complètement raison. C'est des gens qui n'ont pas de vision, c'est des gens qui ne pensent pas à l'avenir, qui pensent juste à aujourd'hui. Alors, et il faudra pas ensuite nous parler de politique migratoire. Hein. Attention, parce qu'en fait, toutes les politiques se tiennent. Tu peux pas ne pas renouveler entre guillemets tes générations, etc. Et te dire et après dire oulala, on ferme les frontières, on veut plus personne, etc. Ça va pas ensemble. Joël, ça ne va pas ensemble. Joël, le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire un enfant, c'est un signe extérieur de richesse. Parce que ça coûte très cher un enfant. Non, je vois. Et en ayant autant raboté le pouvoir d'achat des Français, il est évident qu'il y a toute une génération aujourd'hui de jeunes qui pourraient faire des enfants et qui réfléchissent à deux fois en se disant est-ce que ça ne va pas perturber notre modèle économique dans le coup parce que ça coûte. Si tu veux effectivement avoir une natalité plus forte, tu dois d'abord redonner du pouvoir d'achat et de la confiance aux jeunes. Qui est important. Si tu veux avoir du pouvoir d'achat et une natalité plus forte, tu dois redonner de la confiance aux personnes âgées. Parce que les personnes âgées ont de l'épargne. Et pourquoi ils le gardent ? Parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils ont peur du lendemain. Ah oui. Et si cette épargne, si les personnes âgées retrouvaient de la confiance, qu'ils investissaient cette épargne, qu'ils investissaient dans le pouvoir d'achat, ça donnerait de l'oxygène aux générations des plus jeunes, puisque ça va créer de l'économie. 6 000 milliards l'épargne des Français aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est ce climat anxiogène pour toutes les générations que nos politiques ont créé de par leur incompétence, ce climat anxiogène aujourd'hui, et qui les arrange bien. Parce que la manipulation des foules, comme ils le font en ce moment, c'est la seule façon de garder le pouvoir. Exactement. Ça les arrange. Et ce qui fait que le pays aujourd'hui n'avance plus. Voilà, excusez-moi, c'est la réalité. Emmanuel ? N'avançons pas trop vers le gouffre non plus. Non, le pays n'avance plus. Et quand on est 100, chacun le sait dans nos auditeurs, il n'y a jamais de bon moment pour une grossesse, parce que c'est toujours un événement quand même majeur qui bouscule la vie. Donc il faut prendre la vie comme elle vient. Je voudrais qu'on donne la parole à ceux qui sont un peu sur le banc des accusés aujourd'hui, c'est-à-dire les retraités. Je remercie Thomas d'avoir été avec nous. C'est-à-dire Brigitte qui est dans l'Essonne et qui nous écoute, nous écoute et nous regarde. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous étiez un peu en colère, Brigitte. Ah, très en colère. Alors, je vais donner un premier bénéfice. Je suis retraitée. Je vais donner un premier bénéfice de ma retraite, c'est d'avoir découvert les grandes gueules. Parce qu'avant, je travaillais. Et oui, j'en ai ras-le-bol depuis des jours et des semaines, et encore sur votre plateau, d'être montré du doigt, parce que je suis retraitée. Mais j'ai rien volé. J'ai bossé 40 heures au début de ma carrière. J'ai payé beaucoup d'impôts. Moi, je suis d'accord avec Joël. Rendez-moi mon argent et je me débrouille toute seule.
Brigitte, c'est pas vous qui êtes monté du droit. Pardon, hein. Moi, il y a un malentendu. Je crois que personne vous montre du doigt. On montre du doigt les politiques, les députés qui font des choix budgétaires. Moi, je suis assez d'accord qu'il ne faut pas toucher aux pensions des retraités parce que c'est pas à eux de payer l'incompétence de nos responsables politiques qui sont pas capables de gérer normalement notre argent public. Mais le problème, c'est que quand on fait des choix, et là, ils ont fait des choix, c'est-à-dire que par exemple, ils ont augmenté les mutuelles. Les mutuelles vont augmenter là prochainement parce qu'ils vont les taxer davantage et donc les mutuelles. Bon, ça ça a pesé sur les salariés. Donc là, c'est des choix budgétaires. La CSG aussi. Mais voilà, la CSG. Donc en fait, comme ils refusent de s'interroger sur la façon dont ils gèrent notre argent, ils font des choix. Et là, c'est vrai que c'est plutôt en faveur des retraités. Alors, je vous rejoins sur les choix. Allez-y, Brigitte. Alors, je vous rejoins sur les choix budgétaires, mais nos politiques nous prennent vraiment pour... Alors, je vais parler à la Macron comme des benets, parce que, vous voyez, j'ai toujours voté toute ma vie. J'ai voté la dernière fois Macron, non pas pour, mais contre. Effectivement, le RN. Et c'est décidé. En fait, ils sont tous zéro. Je ne voterai plus jamais de ma vie.